on a remporté la finale Coupe du Monde, qui était une surprise pour à peu près tout le monde. Et c'est ce qu'on a réussi à réaliser. C'est, je pense, sportivement, j'ai envie de dire presque ma plus belle victoire. Et la seule chose qui a toujours été pour moi, on va dire, ma ligne directrice, c'est justement de rendre à mon sport autant que possible pour toute la joie qu'il a apporté à moi, à ma famille ou à mes proches. C'est vrai que dans la tête, j'ai toujours 15 ans et j'ai toujours la même motivation et tous les matins, je me réveille avec la même envie de faire, sauf que j'ai le corps qui va plus tellement avec. On va essayer de faire de notre mieux pour être performant à Paris. Et à Paris, je pense que j'exagère pas en disant que je pense qu'on fera partie des favoris. Et c'est toujours plus agréable de partir dans cette situation. Bonsoir à tous, vous êtes nombreux, c'est chouette. On va passer un beau moment. Des petits films ont été préparés. Ils vont retracer un peu le parcours de Steve. On va faire un dialogue avec Steve. Vous penserez à des questions. Il y a un QR code qui va défiler. Vous pourrez poser vos questions indirectement via le QR code si j'arrive à manipuler cette petite tablette. Mais ce serait encore plus sympa que certains ensuite posent des questions de vive voix. Sans plus tarder, parce qu'il n'aime pas trop les flonflons, puis quand on annonce tous ces titres, je vous demande d'accueillir, disons simplement, le champion olympique et champion d'Europe, Steve Gerda. Alors Steve, on va d'abord voir un film. En 2 minutes, on va essayer de résumer un tout petit peu ton fabuleux parcours. Champion olympique, on l'a dit, champion d'Europe depuis 2 semaines, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde, 2 fois vainqueur du top 10, 4 grands chelems à ton actif. On peut dire que tu as déjà, à 41 ans, un des plus beaux palmarès de la planète, des palmarès qui te faisaient déjà tellement rêver enfant. Et d'ailleurs, le plus beau, c'est Ludger Beerbaum, et c'était une de tes idoles. Le deuxième, c'est John Whittaker, c'est ton autre idole. Et toi, tu es 4e derrière Rodrigo Pessoa, à 2 points de lui. Donc, on peut dire que vraiment, vous avez les plus beaux palmarès. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire quand même de se dire qu'à 41 ans, tu as déjà achevé tout ça. Parce qu'en fait, tu n'es peut-être qu'à mi-parcours. C'est un sport d'expérience et un sport, on peut le dire, de sentiment qui permet de s'améliorer tout le temps aussi avec la technique. Donc on est encore qu'au début d'une belle aventure peut-être. Oui, au début peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un plan de carrière et j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire de notre sport. J'ai toujours eu des idoles et c'est vrai que les grands titres et les grands championnats sont quelque chose qui m'ont toujours motivé à essayer de me surpasser et à donner tout ce que j'avais pour justement arriver à laisser une trace dans ce sport qui me tient tellement à cœur. J'avais un père qui était cavalier pendant de nombreuses années dans l'équipe suisse et c'est vrai que ce sport m'a toujours fait rêver par l'animal en premier et ensuite par justement ces champions qui ont fait l'histoire de mon sport. Et c'est vrai que si je regarde en arrière, j'ai une carrière qui est déjà assez sympa, mais c'est vrai que j'aime plutôt regarder en avant et je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à gagner et c'est ça qui me fait me lever tous les matins et qui me donne du plaisir tous les jours. C'est ce qui est à venir plus que ce qui est derrière nous. Regardons alors ce mi-parcours, ce parcours. Pas mal de tes grandes victoires. Et Steve, en fait, ton bonheur à la fois, c'est de vivre avec les chevaux, d'être au milieu des chevaux. Tu dors à 15 mètres d'où dorment tes cracks. Et c'est vrai que tu vis vraiment avec eux, c'est ton bonheur, c'est ton rêve. Et puis en même temps, eh bien, tu aimes les défis, tu aimes gagner, tu viens de le dire. Donc comment est-ce qu'on arrive à concilier ça, d'être à la fois rêveur et gagneur ?
Ben, en fait, c'est le sport parfait pour ça, je pense, puisque c'est vrai que c'est pas juste un sport. En fait, l'équitation, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un mode de vie. C'est ça qui guide nos journées, nos nuits, nos plannings et tout ce qu'on fait dans la vie. C'est vraiment les chevaux. Chaque décision qu'on prend, euh, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, c'est toujours par rapport aux chevaux. C'est eux qui sont au centre de tout ça. Et toute ma vie est vraiment dirigée par rapport aux besoins de mes chevaux. Et puis, ben, eux me le rendent bien puisque ils performent avec moi pour me donner justement ces victoires qui seraient inaccessibles sans eux. Et donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la vie rêvée pour moi ou pour mes collègues cavaliers de justement pouvoir allier cette passion de l'animal, du cheval, et en même temps ce côté sportif que les chevaux aiment aussi et qui nous font vraiment vivre des moments extraordinaires parce qu'on a un sport qui est peut-être pas aussi populaire que le foot ou le tennis, mais je pense que pour les gens qui nous ont vus déjà ou qui ont vu déjà notre sport, c'est un sport très intense avec des moments assez magiques et voilà, c'est vraiment une vie de rêve qui toute la semaine me permet de me ressourcer aux côtés de mes chevaux et le week-end de me surpasser avec eux pour essayer de glaner des exploits sportifs. Enfant, à basse-cour, tu étais partagé en deux passions, le cheval, le foot. Nous, on avait l'impression que tu étais tout le temps fourré dans les écuries, plutôt que tu parlais avec les chevaux. En fait, tu dialoguais peut-être à l'époque plus facilement avec les chevaux qu'avec les gens. Et ça t'amusait plus, en fait, ça t'intéressait plus. Qu'est-ce Alors, qui a fait que tu en fasses ta vie? c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les animaux, par les chevaux en particulier, et c'est vrai que j'ai toujours passé énormément de temps à l'écurie. Je crois que c'est ça aussi la base de ce qu'on peut appeler peut-être le succès aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment appris à connaître les chevaux, puisque j'avais la chance justement d'avoir un papa surtout qui était cavalier, et donc on avait des chevaux à la maison, là où la plupart des gamins ont un vélo ou un ballon de foot ou une raquette de tennis, on avait des chevaux. Et donc de pouvoir passer beaucoup de temps avec eux, de pouvoir passer beaucoup de temps avec les employés de mon père et d'apprendre justement à connaître l'animal avant même le sport que pratiquait mon père. Et je pense que cette connexion avec le cheval, ça a forgé, j'ai envie de dire, un peu ma personnalité. Et c'est vrai que j'ai toujours eu plus de facilité à faire confiance à un cheval qu'à des personnes. Et je pense que toute ma vie m'a prouvé en fait, qu'en fait j'avais raison. Donc il y a beaucoup de gens bien, mais il n'y a que des chevaux bien. Je pense que c'est la grande différence. Et c'est pour ça que je changerai ma vie pour rien au monde. Tu avais 2 ans quand ton père était aux Jeux de Los Angeles, 6 ans quand il était à Séoul. Tu regardais ça, je crois, au lit avec ta maman et ton frère. Mhm. Tu te disais, c'est dingue de voyager. Est-ce que tu aimais ce côté aussi d'aller à l'aventure, d'aller dans le monde entier, ou est-ce que c'était pas un côté qui t'attirait, ça, d'aller découvrir le monde? Non, c'est pas tellement ça qui m'attirait, pour être franc. C'était pas les voyages ou le fait de découvrir des choses. Aujourd'hui encore, je voyage énormément, mais j'ai pas vraiment besoin d'aller visiter. C'est vraiment le fait de me déplacer avec mes chevaux et c'est vraiment les concours en eux-mêmes qui, qui m'apportent ce plaisir. Et c'est vrai que gamin, c'était les jeux. C'est ça qui m'a vraiment marqué sportivement. Je me souviens qu'on avait amené justement la télé dans la chambre de ma maman et qu'on avait le droit au milieu de la nuit de se réveiller pour regarder les jeux. Et c'est ça vraiment qui m'avait qui m'avait donné le bout au cœur et qui m'avait dit plus tard c'est ce que je veux faire. Et c'est un rêve que on a réussi à tourner en réalité et c'est pour ça que je pense que les jeux sont ce qu'ils sont et représentent ce qu'ils représentent. Je pense que c'est le point de départ de beaucoup de carrières sportives et je pense que c'est l'une des choses les plus nobles de notre monde aujourd'hui. Revivons quelques-uns des beaux moments de ta belle jeunesse dans le Jura. Steve, talent très précoce. À 16 ans, il a fait son premier concours international de Genève. C'est un record de jeunesse.
Et figurez-vous qu'il n'était même pas très content parce que la Fédération internationale lui interdisait de faire le Grand Prix. Alors ça l'a miné un peu de devoir esquiver le but suprême. À 19 ans, il a une dérogation pour aller au championnat suisse élite plutôt qu'avec les jeunes. Il est sur le podium. Il est Vince du podium qui, Willy Melliger avec Calvaro, médaillé d'argent individuel avant aux Jeux d'Atlanta et médaillé par équipe aux Jeux de Sydney qui suivaient. Donc un certain culot, tu étais quand même entre Marcus Fuchs et Willy, et tu les as retrouvés encore 2 ans plus tard, en fait à 21 ans, encore une dérogation pour faire les championnats d'Europe élite et finir meilleur Suisse, 6e de ces Européens et médaillé de bronze par équipe. Mais 6e de ces Européens, à moins d'1 point, donc à un quart de barre, à rien de la victoire, ça t'a pas mal frustré. Et tu nous as ressorti ça à Milan quand même après ta victoire. Tu avais rongé ton frein pendant 20 ans. Non, c'est vrai que voilà, j'aime pas beaucoup regarder en arrière et j'aime pas avoir des regrets. J'ai de la peine dans les moments difficiles, quand je fais les choses mal ou que j'ai pas assez bien monté. Ça m'empêche de dormir pendant quelques jours, aujourd'hui encore. Et c'est vrai que ces championnats d'Europe à Donaueschingen, ça a été pour moi, j'ai envie de dire, le pire cauchemar, puisque j'avais un cheval absolument extraordinaire, mais que j'avais seulement pendant 2 ou 3 mois. À cette époque-là, j'étais en Hollande et je montais pour un marchand hollandais. Et il m'avait permis de monter le cheval. Je l'avais récupéré à peu près 3 mois avant les championnats d'Europe. Et je savais que les championnats d'Europe étaient ma dernière compétition avec ce cheval. Et j'avais eu un véritable coup de foudre avec Tepic. Et en fait, on était rien du tout de la médaille d'or. Et ça peut être juste un autre championnat, mais c'est vrai qu'un championnat, c'est très difficile à gagner. Ces médailles sont très compliquées à aller chercher. Et je me suis toujours dit que je ne savais pas si je serais de nouveau un jour dans la situation de pouvoir remporter une médaille individuellement dans un championnat d'Europe. Et c'est aussi pour ça que la médaille d'or à Milan avait une saveur très, très spéciale, puisque c'est vrai que cette faute, la seule qu'on a fait avec Tepic à Donaueschingen, c'est celle qui hantait encore certaines nuits aujourd'hui encore de ma vie. Ouais. Peut-être préciser qu'effectivement, au championnat d'Europe, il y avait 86 concurrents, un couple cavalier-cheval, et l'épreuve se dure sur 5 jours, sur 5 parcours différents. C'est vrai que c'est pas simple d'arriver tout premier le dernier jour. À l'époque, 21 ans, tu étais déjà parti pour la Hollande, tu étais dans une des plus grandes écuries du moment, celle de Jan Tops, qui confondait peut-être un peu trop business et sport, mais encore plus maintenant. Maintenant, tu as beaucoup appris là-bas, tu as beaucoup progressé là-bas, mais tout à coup, en 2006, le Jurassien, franc et rebelle, n'a pas accepté que Tepic Lassia, non, pas du tout, Thiel, Tepic, c'était Donaueschingen 2003 justement, que Thiel finalement te soit repris avant les championnats du monde, c'est pas ce qui était convenu, et tu es parti alors que tu n'avais rien ici en Suisse. Pas facile quand même à cet âge-là, à 22 ans. Non, c'est vrai, mais voilà, j'ai toujours été motivé pour ma carrière, et c'est vrai qu'à 20 ans, je suis parti donc en Hollande pour un marchand hollandais qui était déjà dans le grand sport. Et c'est vrai qu'il m'a donné l'accès à des compétitions, à des chevaux que j'avais pas l'occasion d'avoir en restant en Suisse. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu goûter au haut niveau. Et je pense que j'ai réussi à venir dans les 20 meilleurs mondiaux quand j'étais chez Jan Tops. Et c'est donc là que j'ai goûté vraiment au tout haut niveau de notre sport. Ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et c'est vrai qu'il y avait une partie que j'aimais beaucoup là-bas, c'était justement le fait de pouvoir pratiquer mon sport au plus haut niveau. Et il y avait l'autre partie qui était plus compliquée pour moi à accepter, c'était justement la partie business de notre sport, le commerce des chevaux, donc la vente des chevaux, et justement peut-être ce manque de rapport à l'animal ou aux chevaux qui me manquait. Et donc il y avait une promesse qui m'avait été tenue, j'avais un cheval avec lequel je m'entendais très bien depuis plusieurs années et qui devait me permettre d'aller au championnat du monde. Et donc le business de nouveau a pris le dessus et le cheval a été vendu en début d'année. Et puis c'est là que je me suis dit que je pense qu'il faut être heureux pour faire les choses bien.
et j'arrivais plus à être heureux puisque j'étais pas à l'endroit où j'avais envie d'être et je me levais le matin. On va dire que les chevaux me donnaient encore beaucoup de bonheur, mais c'était trop dur de voilà de pas pouvoir m'épanouir en tant que personne, mais seulement en tant que cavalier. Et je pense qu'il faut être épanoui aussi en tant que personne si on veut avoir du succès. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir et de tout reprendre à zéro. Et voilà, mon frère est venu me chercher, on est rentré avec quelques bagages et puis on a recommencé petit à petit à grimper la montagne. La traversée du désert, on pensait qu'elle serait quand même peut-être d'une année ou deux, et puis non, pas du tout, parce que c'était assez incroyable. Tu étais dans ces petits concours en Suisse romande et tout. Et puis en septembre, je me souviens, tu m'appelles, tu me dis, je crois que j'ai trouvé une jument, je l'ai montée ce week-end à Chafouz, je crois que j'ai trouvé une jument avec laquelle je pourrais gagner Genève et avec laquelle je pourrais aller aux Jeux Olympiques. Et figurez-vous qu'avec Jaliska, il a gagné Genève cette année-là déjà. Donc en septembre et décembre, il l'a préparé au plus haut niveau. Il gagne le Grand Prix Coupe du Monde en décembre à Genève. Et 2 ans plus tard, aux Jeux Olympiques de Hong Kong-Pékin, il y aura une médaille de bronze. Revoyons la merveilleuse Jaliska. Cette Jaliska, qui a été vraiment ta jument de cœur pendant pas mal d'années, enfin aujourd'hui encore, elle n'avait pas un physique de championne, mais elle avait un cœur incroyable. Oui, elle était extraordinaire et c'est vrai que quand je parle de parcours de vie, c'est justement grâce à des chevaux comme ça, quand je parle de remonter la montagne, ben, on n'arrive pas tout seul et je veux dire que c'est Jaliska qui m'a remis en route, qui m'a remis en selle, qui m'a remis au devant de la scène et qui m'a permis justement de devenir le cavalier, mais aussi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et c'est grâce à des chevaux comme ça, oui. Jaliska qui a son allée au concours de Genève, il y en a 2 ou 3 qui ont cet honneur, 2. Et c'est vrai qu'elle a marqué le concours. Jaliska qui a fait ses adieux à Genève, qui a disparu trop vite ensuite au début de sa retraite. Ça a été terrible. En fait, après on verra les adieux de Nino, c'est chaque fois un déchirement total. Les adieux devant le public déjà, mais après de les perdre, on perd un ami, on perd un amour. Oui, je pense que ça devient des membres de la famille. C'est, je pense, compliqué à comprendre si on n'a pas des chevaux soi-même, mais justement, c'est pas juste des compagnons de sport, c'est vraiment j'ai envie de dire même plus que des meilleurs amis, c'est des membres de la famille et c'est des chevaux que j'aime autant que j'aime ma femme, ma fille ou mes parents. Ils le savent, il n'y a pas de jaloux. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a des moments très intenses et c'est sûr que de les perdre, vous pouvez connaître le sentiment seulement si malheureusement vous avez perdu des proches de votre famille, vous aussi. Donc on vit des moments magiques et malheureusement tout a une fin. Et la fin, c'est toujours moins gai que les lauriers ou que les victoires, mais ça fait partie intégrante de la vie et c'est pour ça aussi qu'il faut profiter des beaux moments et pour se remémorer ces chevaux assez extraordinaires justement qui nous font vivre tous ces moments magiques. Jaliska, Paille, la merveilleuse Bianca et maintenant la princesse Dynamix de Belém qui a gagné à Milan, on peut dire que tu as vraiment un lien particulier, un béguin pour les juments. Ce n'est pas le cas de tous les cavaliers. Il y a des cavaliers qui montent presque des étalons ou des hongres. Et toi, en fait, tes chevaux de cœur, c'est quand même principalement des juments. Ça tient à ton style d'équitation, à ton sentiment, ou qu'est-ce que tu y penses ? Juments ou hongres, pas tellement, je pense. Si jamais les hongres, c'est des étalons qui ont été castrés. Des étalons, peut-être oui, parce que les étalons, souvent, sont des chevaux qui restent un petit peu plus lourds, un petit peu plus lents, et donc qui correspondent peut-être un petit peu moins à mon équitation. Mais sinon, entre juments et hongres, je pense pas qu'il y a une grande différence. On dit que les juments sont un petit peu plus sensibles. Mais voilà, Nino était un hongre, Alamo aussi, Corbinian aussi, et c'est des chevaux qui ont gagné des championnats aussi. Donc non, je pense autant les étalons peut-être correspondent un peu moins à ma monte, autant sinon c'est, j'ai envie de dire, plutôt le hasard qu'autre chose. Il y a une grande exception, c'est évidemment Nino des Buissonnets, le cheval qui t'a permis de gagner les Jeux Olympiques et d'être 2 fois deuxième de la Coupe du Monde, de gagner 2 fois le Grand Prix du Rolex Grand Slam à Genève, qui a un palmarès inouï.
C'était un cheval compliqué, très spécial, un peu fou mais génie. C'était un lien tout différent avec lui. Oui, Nino, c'était différent de Jaliska. Bon, déjà, c'était une autre période de ma carrière. C'est vrai que Jaliska, elle m'a sorti du trou jusqu'à vraiment la lumière. Et alors que Nino est arrivé un peu plus tard, où j'avais déjà une situation qui était de nouveau un peu rétablie. Et voilà, il me manquait un grand championnat et Nino est arrivé. Nos débuts ont été très compliqués. Et puis voilà, c'était à peu près 2 ans avant les Jeux qu'il est arrivé. Il y a eu des gros doutes sur la route, même si je savais toujours au fond de moi qu'il avait les capacités pour devenir un champion. C'était vraiment compliqué de le comprendre et de le faire fonctionner avec moi et pas contre moi. Et il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de patience pour faire tourner la roue de notre côté. Et une fois que ça s'est déclenché, à peu près 6 mois avant les Jeux, et après ça, il a vraiment eu une carrière extraordinaire au niveau de ses qualités. Et c'est vrai qu'il était un peu difficile à gérer, mais une fois qu'il était en piste, c'était un véritable génie. Alors revoyons ce phénomène, ce génie. Steve, là, il y a beaucoup d'émotions, évidemment. On le voit bien, là, ton amour pour les chevaux. Mais en fait, c'est vrai que Nino est resté quelques années chez toi ensuite. Il était là avec un petit poney, il était vraiment à l'entrée du domaine. Et puis maintenant, il est en Normandie, c'est mieux pour lui ce climat-là. Ouais. Tu vas le revoir, tu es allé 2 fois, je crois, cet été. Finalement, ces larmes, c'était des larmes aussi de joie, de reconnaissance, c'était un peu tout à la fois. Oui, c'est un peu tout à la fois. En plus, c'était à Genève, donc c'était juste après le Grand Prix. Et puis, il y a toutes les émotions qui viennent au même moment. Mais c'est vrai que c'est la plus belle des choses de pouvoir arrêter les chevaux quand ils sont encore au meilleur de leur forme. Je suis persuadé que Nino aurait encore pu faire une saison à haut niveau. Mais voilà, à son âge, s'il y avait eu la moindre blessure, ça aurait été fatal. Et c'est ce que je voulais pas. Et je voulais pas qu'il parte en retraite en ayant une blessure ou qu'il souffre de quelque façon que ce soit. Donc j'ai décidé de le retirer un peu plus tôt. Et voilà, il profite maintenant de sa vie de cheval avec d'autres anciens chevaux de Grand Prix dans les prairies normandes. Et puis je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut leur redonner. Tu as dit tout à l'heure que ta plus grande frustration, c'était d'avoir manqué ce titre européen individuel en 2003, à 21 ans. Moi, il me semble que ta plus grande frustration, ça devrait être ce doublé olympique historique, impossible, improbable avec le même cheval, que tu as quand même manqué pour un rien aux Jeux Olympiques de Rio, puis c'était double sans faute, et au barrage vous êtes 6, et tu effleures le numéro 1, ils avaient changé les cuillères qui tiennent la barre du numéro 1, et ça a aussi piégé Ken Farrington, et finalement, sans cette faute, et le petit blackout que tu as eu juste après, tu réussissais à doubler, c'est pas encore plus frustrant? Non, parce que je les avais gagnés déjà les Jeux, alors que championnat d'Europe, j'avais pas de médaille individuelle. Et j'ai toujours dit qu'au jeu, j'aimais autant avoir gagné une année, fini 4e à ceux d'après, que d'avoir été 2 fois 2e, par exemple. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus... c'est bien d'en vouloir toujours plus, c'est bien de... Ça a été très dur, évidemment, de le retour à la maison après une 4e place. C'est la pire des places, comme on peut dire en championnat, ou encore plus au jeu. Ça, c'est vrai. Mais voilà, il faut aussi garder les pieds sur terre et j'aurai d'autres occasions de briller au jeu, j'en suis persuadé. Et puis, il faut accepter le sport aussi. Il faut accepter que les autres sont bons aussi, qu'il y a d'autres bons chevaux, qu'il y a d'autres bons cavaliers et qu'il y en a d'autres qui méritent les médailles aussi. Donc voilà, j'ai juste à savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux et regarder de l'avant. Ce titre olympique, il a changé quand même beaucoup de choses, évidemment. Tu es devenu un personnage public. Il n'y a pas beaucoup de Suisses qui sont champions olympiques, en tout cas aux Jeux d'été. Ça t'a amené peut-être de nouveaux propriétaires ou motivé un peu plus les propriétaires que tu avais. Et puis, ça t'a amené des sponsors comme Rolex, Hermès, Land Rover. Donc, ça t'a quand même ouvert pas mal de portes.
Oui, je pense que les jeux sont d'un autre sport. Ça peut vraiment vous faire passer à un autre niveau. Donc c'est vrai que ça, il y a des très bons côtés, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués à gérer, mais ça fait partie de la chose et je pense que euh, pour moi la chose la plus importante c'est je me sens redevable. Je me sens redevable de pouvoir avoir une vie de rêve grâce à ce sport que je pratique. Et la seule chose qui a toujours été pour moi, on va dire, ma ligne directrice, c'est justement de rendre à mon sport autant que possible pour toute la joie qu'il a apporté à moi, à ma famille ou à mes proches. Et c'est ça qui a dicté, on va dire, toutes les décisions qui ont été prises déjà avant, mais surtout après les Jeux Olympiques de Londres. Ça permet aussi d'être plus indépendant, de vivre de son sport, de ne pas être obligé de faire du commerce. Et puis tu as pu t'offrir un merveilleux domaine, un chez toi. Mhm. Tu as quitté les belles installations d'Erliberg pour aller à Elg, sur les installations de Paul Weyer, qui était un grand champion du siècle passé dans toutes les disciplines, et de vivre dans un paradis. Oui, j'ai toujours eu le rêve d'avoir ma propre écurie. Quand j'ai décidé de partir en Hollande en 2001 ou 2002, on avait une écurie familiale à Basse-Cour dans le Jura. Et donc j'avais dit à mon père qu'il se sente libre de vendre s'il le voulait. Puisque c'est vrai que d'avoir une écurie, c'est pas facile, ça coûte cher, et il y a beaucoup d'obligations, justement financières, mais aussi par rapport à tout le temps que ça prend de s'occuper des chevaux. Et donc j'avais dit que s'il en avait un peu marre et qu'il voulait plus de temps pour lui, pour sa famille ou pour faire autre chose, qu'il se sente libre de vendre les installations, puisque si je décidais de revenir un jour en Suisse, ce serait certainement pas dans le Jura tant que je voulais être performant, on va dire, dans mon sport. Et donc quand je suis revenu, je me suis installé d'abord près de Fribourg, chez un marchand en Suisse, ami de la famille, avant de trouver justement un sponsor qui avait une écurie sur les Hauts-de-Zurich, une région que j'ai plus quittée depuis. Et c'est vrai que grâce aux Jeux de Londres, j'ai pu économiser un peu d'argent que j'avais mis justement sur mon argent que je touchais par les sponsors, j'avais mis de côté pour justement un jour pouvoir toucher mon rêve et acheter ma propre installation. Et chose que j'ai pu faire il y a 6 ou 7 ans maintenant. Et voilà, juste à côté de Winterthur, j'ai pu trouver l'endroit rêvé. Certes pas luxueux, mais avec beaucoup d'espace, beaucoup de prairies, beaucoup de place pour les chevaux. Et on est complètement épanoui là-bas. Et c'est vrai que, voilà, comme je le dis, ça appartient pas seulement à moi, cette installation, mais aussi à mes chevaux, puisque c'est grâce à des chevaux comme Jaliska, Nino, ou tous ces merveilleux chevaux qui m'ont accompagné que j'ai pu me permettre d'avoir ma propre installation aujourd'hui. Ça a permis à ton père d'être un grand entraîneur, celui qui a eu peut-être le plus de succès ces 15 dernières années avec les Belges, avec bien sûr les Français qui ont été champions olympiques par équipe à Rio, et maintenant avec les Brésiliens. Mais découvrons ce beau paradis d'Elg que tu as aussi bien bichonné.
un endroit magnifique. Ça a bien changé depuis. Bah, tu l'as bien amélioré encore. C'est vrai que chaque année, il y a des améliorations. Tu as ton grand paddock en sable. C'est combien d'hectares? On a 16 hectares. Ah ouais. Ouais. Ouais, et on monte sur, j'ai envie de dire, 14 hectares. Donc, Y compris sur des naturels et des collines. Ouais, ouais, beaucoup de prairies aussi pour les chevaux et tout. Donc c'est vraiment, c'est compliqué à avoir en Suisse. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance de trouver ça. Une longue histoire, mais voilà, ça, tout s'est bien terminé. Et puis j'ai vraiment l'endroit rêvé pour ma carrière et pour mes chevaux et ma famille. Tu as une bonne dizaine de personnes qui sont salariées, qui travaillent avec toi toute l'année. Une douzaine même, ouais. Une douzaine, ouais. Ouais. Tu jongles tous les week-ends, enfin 5 jours par semaine pratiquement, tu es à l'étranger dans les grands concours. Et puis 2 jours, tu es là pour t'occuper de toute ton équipe et puis de préparer les voyages suivants. Tu as aussi quand même beaucoup de chevaux à monter parce que vous avez quoi, 25-30 chevaux, dont une quinzaine que tu montes. Ouais, plus maintenant, on est à pratiquement 50 chevaux. Et j'en ai passé 20 pour moi là en ce moment. C'est un peu trop. Donc là, je dois réduire. Avant, c'était pas assez, maintenant c'est trop. C'est trop, ouais. Ouais. Ouais, ça a bien progressé encore Ouais, ces derniers mois. Ouais, c'est un peu justement la discussion du moment, puisque c'est vrai que dans la tête, j'ai toujours 15 ans et j'ai toujours la même motivation. Et tous les matins, je me réveille avec la même envie de faire, sauf que j'ai le corps qui va plus tellement avec. Et donc les fins d'après-midi sont souvent assez rudes et je commence à avoir un peu mal partout. Et voilà, ma femme me tire les oreilles et me dit arrête de monter autant. Et je dis non, demain je monte un peu moins, mais j'y arrive pas. Parce qu'il faut savoir, c'est que ces chevaux sont en super santé, mais lui il boite, hein, parce qu'il a quand même le ménisque dans un mauvais état et il va se faire opérer après le concours de Genève, c'est ça? Toujours le plan, tu vas arriver à tirer jusque-là. Oui. Bon. Ouais. Et puis les chevaux, tu vas toujours continuer à en préparer autant. Ouais, il y en avait 600, non, là, 6 à Saint-Maureen la semaine passée. Là, il faut vraiment qu'on réduise un petit peu. Et il faut que la prochaine semaine, ça fait quelques semaines que je le dis, mais il faut que je trouve une solution pour réduire un tout petit peu. Ouais. Et en fait, tu prépares 2 ou 3 générations, des générations de 4, 5, 6 ans, mais j'entends Dynamics de Bellem qui a gagné à Milan il y a 2 semaines. Elle est venue à 5 ans chez Steve et il l'a préparée, il a fait toutes ses gammes avec elle. Il a vraiment fait le travail de A à Z ou avec l'aide de ses écuyers. On a vu Anthony Bourcard tout à l'heure à l'image, mais c'est un travail énorme de patience, là encore, de sentiment, on y revient. Et c'est important de tisser un lien déjà avec ces chevaux, si possible jeunes. Ce n'est pas toujours des chevaux qui arrivent à 5 ou 6 ans. Oui, jeunes ou moins jeunes, ça dépend vraiment à quel moment de sa carrière le cheval arrive. C'est vrai que c'est magnifique comme avec Dynamics par exemple, où elle arrive vraiment depuis le début de sa carrière, où elle n'a jamais fait de compétition avec un autre cavalier que moi. C'est les plus belles histoires. Mais on ne peut pas non plus seulement attendre ou compter sur des histoires comme ça. Il y a d'autres chevaux qui arrivent plus tard dans leur carrière. Il y a des chevaux qui arrivent quand ils ont déjà une belle carrière avant. Donc il faut simplement apprendre à se connaître et essayer d'être performant en se comprenant le plus vite possible. Il y en a d'autres où il faut d'abord un peu déconstruire ce qui a été fait, puisque c'est des chevaux peut-être qui sont inquiets ou qui ont quelques mauvaises expériences. Et donc il faut un peu prendre beaucoup de temps justement pour... c'est des fois plus facile avec un jeune cheval, puisqu'il ne connaît rien d'autre. On essaie de lui montrer juste les bonnes choses à faire. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et certaines fois les chevaux arrivent et ils ont des démons. Donc il faut d'abord leur ôter les démons et déconstruire ce qui a été fait avant de pouvoir repartir sur des bases plus simples et plus compréhensibles. Mais voilà, et certaines fois ça se fait en quelques mois, certaines fois en quelques années. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'aucun jour se ressemble et chaque jour les chevaux vous apprennent quelque chose sur eux, vous apprennent quelque chose sur vous. Vous personnellement ou vous avec le cheval en couple. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement intéressant de faire ce métier-là, puisqu'on découvre des choses sur nous-mêmes ou sur notre relation avec nos chevaux ou sur nos chevaux vraiment chaque jour ou chaque semaine. Les choses évoluent, des fois en bien, des fois en moins bien. Il faut sans arrêt se remettre en question. Et c'est ça aussi qui fait que le succès n'est pas toujours au rendez-vous. On sort évidemment dans ce sport beaucoup plus souvent perdant que gagnant.
Mais c'est aussi dans les défaites qu'on apprend le plus. Et c'est justement dans les défaites qu'on forge la relation pour justement arriver le jour J à être le plus performant possible. On dit souvent souvent on a envie de regarder ces belles vidéos quand on gagne. Mais voilà, moi je me force plutôt à regarder les mauvaises vidéos pour savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer pour justement pouvoir en regarder des belles plus tard. Il n'y en aura pas ce soir. Mais pour revenir sur le lien, parce que c'est le travail, c'est l'écoute, c'est le sentiment, et je me souviens d'une histoire incroyable, c'est Corbinian. Il n'avait jamais gagné un Grand Prix. Tout à coup, tu décides de faire la finale de la Coupe du Monde avec lui. Tu en avais déjà gagné une, tu allais en gagner une encore l'année d'avant, tu avais gagné l'année d'avant. Et on se disait, ah bon, Corbinian, et tout, il n'a jamais gagné. Et tu étais allé améliorer ton lien avec lui dans un petit concours en Espagne où l'idée était autant d'aller te promener, ce que je romantise peut-être un peu, mais d'aller autant te balader dans la mer qui était à côté, etc., pour vraiment avoir un lien privilégié avec lui qui soit ton numéro 1 pendant 3 semaines et puis partir ensuite en finale de Coupe du Monde. J'exagère ? Non, c'est un peu ça. En fait, le cheval, il avait d'énormes qualités, mais justement, c'est un cheval qui avait eu un peu des difficultés au départ. Et donc il avait, comme je dis, un peu des démons. Et il avait peur du cavalier. C'était très compliqué d'avoir une relation avec lui. Donc, comme la relation n'était pas là, il manquait de la confiance. Il manquait de confiance en son cavalier. Et moi, j'avais confiance en ses possibilités. Mais lui ne se faisait pas confiance à lui-même et ne me faisait pas confiance à moi. Et c'est pour ça qu'on s'est forcé vraiment pendant 2 mois en Espagne à tisser cette relation. Et c'est vrai que ces 2 mois ont complètement changé le cheval et ont fait que quand on est rentré de là-bas, notre relation avait énormément progressé. Et ce qui fait que quelques semaines, quelques mois plus tard, on a remporté la finale Coupe du Monde, qui était une surprise pour à peu près tout le monde. Mais que nous, vraiment, dans le team, on y a vraiment cru parce qu'on savait qu'il était capable de le faire et qu'il fallait juste qu'on apprenne à mieux le connaître et que lui apprenne à nous faire encore plus confiance. Et c'est ce qu'on a réussi à réaliser. C'est, je pense, sportivement, j'ai envie de dire presque ma plus belle victoire. La moins prévue. Donc la plus difficile, en tout cas, à aller chercher et peut-être sportivement la plus aboutie. Ouais. Ouais. Tu as toujours privilégié la Coupe du Monde, les Coupes des Nations, le Grand Chelem, le Top 10, évidemment, toutes ces belles épreuves, les championnats par-dessus tout. Et tu as osé bouder des tas de concours très lucratifs parce qu'il voulait privilégier finalement les gens qui payent très cher leur entry fee aux dépens de jeunes très talentueux qui auraient pu venir. Toi, tu aurais évidemment été invité partout, le règlement le voulait ainsi, mais tu ne les fais pas par principe. Pour toi, c'est vraiment important de défendre une image du sport qui défend le talent. Oui, alors, si on peut résumer, peut-être si vous ne connaissez pas en fait de notre sport, il y a une série depuis une vingtaine d'années, donc qui a été créée justement par mon ancien chef, Monsieur Tops, où la plupart des cavaliers, on va dire il y a la moitié des cavaliers qui peuvent y aller parce qu'ils sont invités par leur classement mondial, par leur qualité en tant que cavalier, et l'autre moitié en fait qui payent très cher pour monter, et beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout le niveau, ils ont simplement envie de se faire mousser dans des belles compétitions. Et voilà, c'est comme si quelqu'un pouvait dire je vais aller jouer à Roland-Garros, donc je vais payer 100 000 ou 200 000 euros pour aller jouer un match contre Federer à Roland-Garros. Et voilà, et c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Et comme je l'ai dit avant, ma ligne directrice a toujours été de rendre à mon sport ce qu'il m'a donné. Et qu'est-ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit? C'était les Jeux Olympiques. Et c'était les Coupes du Monde, et c'était les Coupes des Nations, puisque c'est ça qui a fait l'histoire de notre sport. C'est ça qui fait que notre sport, comme le sport en général, est basé sur la méritocratie. Il faut être bon, et on peut y participer, et on veut ouvrir ce rêve au plus de jeunes possible. Et ça a toujours été pour moi la chose à ne pas toucher, ça a toujours été ma ligne directrice. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne plus prendre part à ces compétitions pour justement pouvoir me regarder droit dans la glace quand je les critique. Et voilà, j'aime pas
j'ai pas de problème avec les gens qui participent, mais si moi je veux me permettre de le critiquer, je veux pas de l'autre côté profiter de ce système non plus. Donc je ne participe pas à ces compétitions et je me concentre sur les compétitions qui m'ont fait rêver gamin et qui j'espère feront rêver encore de nombreuses générations dans les années à venir. Alors restons dans le rêve et vous allez voir des images de ces... Vous avez raison d'applaudir son courage parce que c'est un des rares qui va jusqu'au bout. Mais voilà quelques grands moments de ces victoires, la Coupe du Monde ici. La groom de Steve qui est très importante, Emma qui est très fidèle. Toutes les grooms sont restées très très longtemps. Avant c'était Heidi, les finlandaises en général. Et puis les propriétaires de la merveille Dynamics de Belém, Sabina et Gianluca, qui sont aussi très importants, les propriétaires. Oui, qui sont mécènes. Des mécènes qui m'accompagnent depuis de nombreuses années. C'était les propriétaires de Corbinian, de Vénard et de Dynamics qui sont depuis le départ avec moi et c'est vrai que c'est devenu aussi des amis aujourd'hui et qu'on a des relations qui dépassent juste celles d'un cavalier propriétaire et je leur dois beaucoup puisque sans eux, évidemment que je ne pourrais pas me permettre de garder des chevaux pareils où ils auraient pu déjà décider de les vendre. Mais ils me font confiance et ils partagent tous ces bons moments avec moi et c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas le soutien de gens comme ces propriétaires. Et sans éleveurs, il n'y aurait pas de chevaux. Et c'est vrai que c'est une jolie histoire aussi avec la famille Aimé, ça ne s'invente pas, qui a élevé Dynamics de Belém et qui maintenant se passionne pour tout ce parcours. Ton épouse Fanny lui envoie des vidéos, Emma lui envoie des vidéos, et leur envoie des vidéos. Et c'est vrai que c'est chouette ça aussi, c'est capital aussi qu'il y ait des éleveurs qui ne sont pas tellement récompensés dans notre sport. Non, c'est quelque chose c'est assez délicat. J'ai pas de solution, mais c'est vrai que les éleveurs, c'est le point de départ de tout ce qu'on a, puisque s'il n'y a plus d'éleveurs, on n'a plus de chevaux. Et c'est des vrais passionnés, c'est des gens qui font ça souvent, je veux dire, au détriment de leur qualité de vie, puisque c'est pas simple d'élever. C'est très rare d'avoir un cheval qui sort du lot. Souvent, ils sont obligés de les vendre déjà jeunes pour pouvoir justement financer tous les autres, qui souvent sont moins bons et sont vendus à perte assez rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a des histoires comme ça, c'est génial de pouvoir leur rendre un petit peu ce qui devrait leur revenir, on va dire, automatiquement, mais qui n'est pas le cas dans notre sport. Il n'y a pas de règlement qui fait que que les éleveurs ont quelque chose. Donc on essaye, nous, de notre côté, de leur redonner le plus possible. Et souvent, déjà, juste de pouvoir garder le contact, de pouvoir leur permettre de venir voir les chevaux, de leur donner des invitations pour les compétitions, de pouvoir suivre leurs chevaux. Parce que c'est vrai que c'est comme leurs enfants. C'est des gens qui font ça par amour et par passion. Et ça coûte très cher. Et souvent, ils ont de la peine à joindre les deux bouts, mais ils le font juste par passion. Et c'est des gens qu'on devrait certainement pouvoir réguler les choses un petit peu mieux, mais on n'a pas trouvé encore la solution pour que ça en vaille vraiment la peine et pour que tout le monde soit content. Mais de notre part, on essaye d'avoir des bons liens avec les éleveurs de nos chevaux et de garder le contact et de leur faire partager les moments qui leur reviennent évidemment aussi. Ils sont venus te voir au concours de Dinard. Oui. Et ils vont venir à Genève en décembre. Genève, c'est évidemment ton concours, ton jardin. Je me rappelle de Pierre Durand, le champion olympique, le cavalier de Japlou. Vous avez peut-être vu le film Japlou. Un beau film pour promouvoir et montrer le côté théâtral de notre sport. Steve, bien avant qu'il soit champion olympique, il avait dit il gagne si souvent à Genève,
Il n'est jamais meilleur que sous la pression, jamais meilleur que devant son public. Et ça veut dire qu'il va gagner des très grands championnats. Parce que si on arrive à être transcendé par la pression et par le public, eh bien c'est prometteur. Tu le penses aussi ? Tu en as gagné 13 d'épreuves majeures à Genève. Ouais, c'est un record. ouais. Après, comme je dis, quand on se sent bien quelque part, c'est souvent pour de multiples raisons. Et c'est là aussi qu'on a envie d'être le meilleur. Donc c'est vrai que Genève, c'est entouré dès le début de l'année. Les dates de Genève sont entourées. C'est l'un des concours où je veux être à mon meilleur niveau. On ne peut pas non plus demander à nos chevaux d'être à 100% chaque week-end ou chaque compétition. Nous-mêmes non plus. Il y a certaines compétitions qui sont plus basées justement sur l'apprentissage et sur la remise en forme et tout ça, et où on n'attache pas beaucoup d'importance aux résultats. Mais c'est vrai qu'à Genève, le résultat est très important aussi, et j'essaye de préparer mes chevaux en tout cas, pour qu'ils soient en pleine forme le week-end de Genève. Ça ne réussit pas toujours non plus, mais c'est vrai que souvent on a réussi à briller à Genève, et puis c'est une histoire spéciale avec ce concours. Ce concours m'a donné énormément, je pense avoir pu lui rendre certains beaux moments aussi. Et c'est des concours, comme j'ai dit avant, qui font l'histoire, qui écrivent l'histoire de notre sport année après année, et qui font que notre sport reste un sport très populaire et continue de s'améliorer. Et voilà, c'est pour ça aussi que cette année de nouveau, invitation à vous, venez nous voir et nous supporter à Genève. C'est vraiment des grands moments de sport et des concours comme je les aime et où j'aime essayer de me surpasser. Alors voyons le jingle qui vient de sortir du prochain Genève. Il y aura encore une question. Et après Genève, eh bien, il y aura 2024 et surtout les Jeux Olympiques, évidemment, avec finalement, Steve, presque 2 grands buts. Alors bien sûr qu'il ne faut pas rêver, bien sûr qu'il y aura beaucoup de concurrents terribles, mais enfin, d'avoir gagné ces championnats d'Europe avec Dynamix, de l'avoir vu seul cheval sans faute sur les 5 parcours et tout, ça donne des ambitions peut-être encore plus réelles et concrètes. Oui, après je pense que je les avais déjà avec Dynamix avant les championnats d'Europe même. C'est vrai que ça donne de la confiance, mais c'est vrai que c'est une jument, ça fait maintenant... j'en rêve depuis qu'elle est chez nous. J'ai la conviction qu'elle est spéciale, donc dans le bon sens du terme, qu'elle est vraiment extraordinaire. Elle a réussi toutes les étapes. J'ai vraiment pris beaucoup de temps avec. Là où beaucoup de chevaux à 9 ans déjà font le grand sport, je me suis forcé, même si c'était pas toujours simple, puisqu'en plus j'avais un petit peu moins de chevaux performants à ce niveau-là. Je me suis vraiment forcé à attendre et à faire une saison encore, on va dire, pas trop poussée à 9 ans. Et cette année, c'était son premier championnat et qu'elle a rempli à merveille. Mais c'est vrai que ça fait déjà 2-3 ans que j'ai pari dans le coin de la tête avec Dynamix. Et toutes les étapes se sont passées très très bien jusqu'à maintenant, presque trop bien. Donc voilà, ça reste une compétition, ça reste du sport, beaucoup de choses peuvent se passer jusque-là, mais c'est vrai que les ambitions sont hautes placées et j'y pense, je suis très motivé pour Paris et je sais que j'ai une jument qui a les capacités de le faire et on va essayer de faire de notre mieux pour être performant à Paris et c'est vrai que la confiance est là, mais voilà, ça reste du sport et on verra ce qui peut se passer, mais je pense avoir en tout cas la merveille de jument qu'il faut pour espérer une médaille. Et ça déjà, c'est pas chaque année le cas. Je suis parti aux derniers Jeux Olympiques à Tokyo où voilà, j'espérais un meilleur résultat que ce que j'ai fait, mais où je savais que je faisais pas partie des favoris. Au contraire, là à Paris, je pense que j'exagère pas en disant que je pense qu'on fera partie des favoris. Et c'est toujours plus agréable de partir dans cette situation-là. Dans tes 2 dernières réponses, tu as bien expliqué qu'il fallait vraiment ménager sa monture, qu'il fallait un très bon état de fraîcheur, qu'il fallait savoir faire l'impasse sur certaines épreuves avant Genève et encore plus avant les Jeux Olympiques.
c'est très important finalement. Et la fraîcheur a peut-être été un argument aussi à Milan. Et tu as fait l'impasse sur certaines épreuves et tout. Tu as fait un été light finalement en pensant vraiment au championnat. Oui, après c'est ma façon de faire à moi. Et ça fonctionne avec dans mon système. Mais je pense qu'il y a plusieurs systèmes qui peuvent fonctionner. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça et j'aime avoir mes chevaux encore à 14, 15, 16 ans sauter avec de la fraîcheur et avec succès. Et il y a certains cavaliers qui privilègent, on va dire, le court terme, où ils peuvent gagner plus que moi ou plus que mes chevaux pendant 2 ou 3 saisons, mais où les chevaux sont plus vite en baisse de forme ensuite, et peut-être plus irréguliers sur une saison. Voilà, j'ai pas gagné tous les championnats non plus. Il y en a d'autres qui ont gagné des championnats et des très belles épreuves en les préparant complètement différemment, en faisant beaucoup plus de compétitions, en étant beaucoup plus compétitif tous les week-ends. Moi, c'est pas ma façon de faire. Mais ça ne veut pas dire que la mienne est meilleure que les autres, c'est juste celle qui me convient le mieux à moi et à mon équipe et à mes chevaux. Et voilà, j'aime notre façon de faire, j'ai confiance en notre planning de concours. Et c'est vrai que je préfère partir en concours avec des chevaux qui sont heureux de sauter, qui sont frais et qui n'ont pas l'air fatigués. Et j'ai l'impression en tout cas que pour moi, ça m'aide à performer, à avoir des chevaux performants dans les championnats qui durent un peu plus longtemps et où il faut un petit peu plus de résistance. Et toi qui aimes les Coupes des Nations, dans tes rêves, tu penses aussi à une médaille par équipe avec la Suisse? Évidemment, évidemment. On a une équipe qui est très forte en ce moment en Suisse, même si on a loupé nos championnats d'Europe, on voit à quoi ça peut tenir. Les jeux, c'est encore différent puisqu'il n'y a que 3 cavaliers, donc tous les résultats qui comptent sur une manche. Donc il y a une toute petite part de hasard ou de chance, peut-être un peu plus que sur une compétition normale pour l'épreuve par équipe au jeu. Mais on a ça, c'est sûr, dans le coin de la tête et on aimerait ramener une médaille de la bonne couleur pour notre pays.